Bon, c'est parti, on y va. Bon, c'est la dernière de la journée. J'espère que ça vous a plu et qu'on va finir en beauté. Donc moi, je vais vous parler de trucs et d'astuces pour consommer une API REST. Et c'est vraiment mon but aujourd'hui de vous apprendre un truc ou une astuce autour de la consommation d'API. Pour faire un petit peu connaissance, dans la salle, est-ce qu'on a des développeurs? Développeurs Java? Plutôt back-end? Des gens qui font du Spring? Ça risque de vous intéresser. Et les cas d'utilisation dont je vais surtout parler, c'est surtout de l'intégration de données. On va plutôt parler de consommation d'API REST côté back-end. Donc je ne vais pas tant parler d'exposition d'API REST, parce que ça, il y a eu plein de présentations sur le sujet, mais vraiment de comment est-ce qu'on peut appeler des web services REST, des web services HTTP. Donc c'est utile quand on fait l'intégration de données, quand on fait des architectures microservices, si vous avez envie de vous compliquer vos déploiements, et ce genre de choses. Pour commencer, pour se mettre un petit peu l'eau à la bouche, en guise d'introduction, c'est intéressant de se replonger dans HTTP. HTTP, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un protocole texte qui est basé sur TCP. Et de manière très simple, dans HTTP, on retrouve différents éléments qu'on utilise dans REST. Donc ici, j'ai une requête HTTP avec une méthode, un verbe HTTP, le chemin, la ressource que je vais adresser. Dans la version 1.1 du protocole, on retrouve le header host qui est obligatoire, mais les headers, c'est aussi utilisé dans REST pour passer de nombreuses choses, notamment l'authentification, ce genre de choses. Et cette requête-là, en fait, finalement, si je la prends et que je la passe dans du Netcat, alors ici, je vais passer ici. Donc j'ai cette requête dans un fichier. Si je la passe dans du Netcat qui est ni plus ni moins qu'un client TCP, donc ici, en localhost, j'ai un petit serveur qui tourne qui est HTTP bin, qui est une application de test. Et bien en fait, j'ai exécuté ma requête. Donc la requête qu'on a exécutée, c'est un /get, et ici on a la réponse. Et on voit les différents éléments aussi de la réponse, avec les headers de réponse et le body de la réponse. Donc finalement, si vous voulez faire du REST, faire de l'HTTP, bah, vous pouvez le faire comme ça marche. C'est plutôt utile. Non, c'est pas vraiment utile dans la vraie vie, on va voir qu'il y a moyen de faire mieux quand même. Autour de REST, c'est assez fou de se dire que REST, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien aujourd'hui, et qui a été décrit dans une thèse de Roy Fielding dans les années 2000. Donc ça fait une vingtaine d'années que ça existe, et c'est quelque chose qui a vraiment marqué notre quotidien. Alors Roy Fielding, c'est quelqu'un qui venait pas de n'importe où, hein. Il a travaillé sur HTTP, il était contributeur au serveur open source Apache, donc il connaissait un petit peu son domaine. La thèse de Roy, je vous invite à la lire. Peut-être pas toute la thèse, parce qu'elle fait 200 pages, hein, c'est assez scientifique, assez verbeux, mais le chapitre qui est dédié à REST, il est intéressant. Et ce qu'on va retenir aujourd'hui de REST, et depuis la thèse, il y a eu des choses qui ont changé, mais en tout cas, le REST tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appuie sur l'HTTP. On utilise souvent JSON comme format de serialisation, comme format de données. Et ce qui est important, c'est ces notions de ressources, du RI. C'est vraiment les objets, les concepts qu'on va adresser. Et les verbes HTTP qu'on utilise couramment pour avoir les différentes opérations autour de ressources REST, la création, la suppression et ce genre de choses. Sur REST, si j'arrive à passer les slides. Hop. Il y a un aspect qui est marrant. C'est dans sa thèse, il parle du code on demand. Donc en fait, si vous avez envie de remettre au goût du jour des appels de Java, bon bah c'est compliant REST. C'est optionnel, hein, donc on n'est pas obligé de le faire forcément, de s'embêter avec ça. Tout au long de la présentation, je vais utiliser une petite application d'exemple qui est le Pet Store. Donc c'est une animalerie, tout simplement. Une application avec notamment cette opération Find by Status qui permet de lister des animaux disponibles. Décidément, ah bah si, elle a envie de marcher. Et finalement, pour dire un petit peu qui je suis, donc je m'appelle Yuri, et pourquoi je parle de ça? Dans ma boîte, on fait des applications de mobilité urbaine, donc des applications qui permettent d'avoir de l'information voyageur, de savoir quel est l'itinéraire pour aller d'un point A à un point B, savoir quand c'est qu'arrive son bus, dans combien de temps il va arriver à l'arrêt. Et en fait, pour faire ces applications-là, on agrège des données qui viennent de sources complètement différentes, complètement hétérogènes, des fois des API SOAP, souvent des API REST, heureusement, mais on se tape encore pas mal de SOAP. Et en faisant ces applications-là, en les développant, j'ai été amené à intégrer pas mal d'API REST différentes, plus ou moins bien faites. Donc c'est ce qui m'a amené à réfléchir à ce sujet, à la manière de le faire le plus efficace. Et c'est ça dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est finalement, si on est dans un projet, on va peut-être commencer avec une réunion avec un client, un partenaire, peut-être avoir un ticket Jira, un mail, et avoir un point d'entrée sur une API, une nouvelle API qu'il faudra intégrer, sur laquelle on va aller chercher des données, ou peut-être on va développer un système de microservices et on va aller attaquer le microservice développé par l'équipe d'à côté. Et finalement, comment est-ce qu'on fait ça de manière efficace? Alors avec peu de chance, on a de la documentation. Dans la vraie vie, pas toujours. Des fois, on a juste des exemples, des fois, on a juste un serveur de test. Et ce que je voulais montrer, c'est sur le navigateur,
finalement, c'est le premier point d'entrée. C'est une API HTTP, donc c'est par là qu'on va pouvoir la découvrir. Donc, si votre navigateur supporte pas nativement l'affichage au format JSON, Firefox le fait, mais sous Chrome, c'est pas le cas nativement. Votre API va peut-être pas forcément retourner des données bien formatées par défaut. La base, c'est d'installer le petit plugin qui va faire ça. Peut-être aussi un petit plugin pour manipuler les headers, parce que c'est pratique quand on travaille sur des API REST. Un outil dont j'aime bien parler, est-ce que si elle est pas assez trop vite, dont j'avais envie de parler, c'est curl. Alors vous allez découvrir l'API avec le navigateur, après vous allez avoir envie d'aller un petit peu plus loin, peut-être faire des requêtes de type post pour créer des ressources, et curl, ça va permettre de le faire en ligne de commande de manière automatisée. On pourrait aussi parler de HTTP, qui est un curl++ amélioré, qui a ce support natif, par exemple, du format JSON. Curl, l'intérêt, c'est que c'est un outil qui est facilement accessible. Donc c'est un outil que vous allez trouver aussi bien sur votre machine que sur les serveurs sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc pour faire des tests, débugger des problèmes en prod, ça peut être super utile de l'utiliser et de savoir l'utiliser. Ici, je mets quelques exemples d'utilisation de curl. Donc on a la création d'une ressource, par exemple, qui prendrait un body en JSON. Si on fait l'authentification avec du basic auth, on peut le faire aussi avec curl. Le "-k", là c'est quelque chose qui est utile surtout sur des environnements de test, des environnements de développement, là où on se retrouve avec des certificats HTTPS qui sont pas valides parce qu'ils ont été auto-signés ou ce genre de choses. Donc ça permet de bypasser la validation du certificat. Ce quatrième exemple, avec le "-resolve", ça c'est quelque chose, si vous faites de l'infra, qui peut être pratique. C'est ni plus ni moins que vous allez forcer la résolution de exemple.com, de ce nom de domaine-là, vers une IP que vous avez fixée. Et ça, c'est super pratique si vous travaillez sur de la configuration de proxy, de reverse proxy, sur du routage. Vous n'avez pas encore mis en place votre nommage DNS, vous n'avez pas mis à jour votre DNS. Vous allez pouvoir comme ça forcer la résolution et peut-être tester un routage qui se base sur un nom de domaine. Le dernier exemple, je vais le montrer, puisque là, je combine curl avec GQ, qui est un outil en ligne de commande. GQ, c'est un outil qui est pratique aussi à avoir et qui s'installe avec le gestionnaire de package que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre distribution. Donc, le curl-s, ici, il me permet juste d'aller chercher les données basiquement avec curl. Et si je passe ça dans GQ, ça va très vite, on voit tout de suite qu'on a le support de JSON. Et GQ, là où il est intéressant, c'est qu'il peut permettre de faire de l'extraction de données, de la manipulation de données JSON. Donc il y a toute une syntaxe, tout un petit langage qui vient avec ça et qui permet ici, par exemple, là je prends un sous-morceau de la requête. Donc ça peut être pratique pour travailler sur ces données-là, pour en sortir des morceaux. Donc c'est toujours bon à connaître. Si on vous a fourni une API que vous allez intégrer, avec un peu de chance, on vous a fourni de la documentation. Avec moins de chance, c'est un gros document docx de 200 pages, qui est illisible. Ça peut être une documentation qui est plus facile à exploiter, ça peut être du Swagger, de l'OpenAPI. Donc ça s'appelle plutôt OpenAPI dans sa version 3 maintenant. Vous connaissez peut-être la version web de cette API, en tout cas l'interface web, mais il faut savoir que derrière, c'est du JSON ou si je sais pas si je l'ai ici en YAML. Ah, je l'ai pas en YAML. Mais ça s'écrit en JSON ou en YAML et ça va permettre de décrire les différentes opérations de l'API REST. Donc ici, dans sa version visible, on voit assez facilement qu'il y a une opération qui va prendre la méthode get. On peut même exécuter l'opération, donc on peut même vraiment la tester. Donc depuis son navigateur directement, si tant est qu'il n'y ait pas de sécurité ou de choses comme ça. Après, on peut même jouer sur la sécurité, passer des tokens d'authentification. La spécification OpenAPI ou Swagger, elle est très utile aussi parce qu'elle va permettre de faire de la génération de code. Il y a des outils qui existent pour pouvoir écrire un client pour attaquer cette API-là dans différents langages, écrire même la partie serveur. Ça peut être utile pour bootstrapper un projet, pour le démarrer rapidement. Après, ce qu'il faut voir, c'est que comme tout générateur de code, ça va peut-être pas faire du code qui va correspondre à vos standards de programmation, ça va peut-être pas correspondre tout à fait à ce que vous allez avoir envie d'utiliser. Donc, il y a un moment donné où on va peut-être avoir aussi envie d'écrire son propre code. Mais ça peut être un bon moyen de démarrer. Et surtout, la spécification OpenAPI, c'est un contrat entre vous, consommateur d'une API, et l'API qui vous exposez, le producteur. Et ça, c'est très intéressant de travailler sur cette notion de contrat. Ça peut être une manière de travailler sans avoir l'implémentation complète de l'API, et de déjà commencer à réfléchir au format d'échange. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut faire avec Swagger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à définir? Non, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Swagger. Donc là, ici, vous avez la vue Swagger au format JSON avec les différentes opérations. Et ça s'écrit en général plutôt au format YAML parce que c'est un petit peu plus concis. Sur Postman, là, on rentre sur une
un outil graphique, donc peut-être qu'il sera moins facile à utiliser côté serveur, mais qui peut être très facile à utiliser quand on est sur son poste de développement. C'est vraiment du curl++. Et là, ici, dans Postman, qui c'est qui utilise Postman? Qui a déjà utilisé? Tout le monde connaît, super. Alors, vous savez déjà peut-être qu'on peut importer sa collection Swagger dedans. Ça permet de retrouver directement toutes les opérations sans avoir à les taper. On peut exécuter ses requêtes. On peut inspecter tous les headers qui passent, positionner les headers. Ce qui est utile à utiliser dans Postman, c'est toute la notion d'environnement, parce que ça, c'est quelque chose qui va permettre de positionner des variables d'environnement et de les utiliser. Ça, c'est hyper pratique pour si on travaille sur différents environnements, avec des environnements de test, des environnements de production. Ici, j'ai la base URL qui est une variable d'environnement que j'ai positionnée, et ici, je tape sur localhost, parce que c'est mon environnement de test. Les variables d'environnement, après, on va pouvoir les utiliser de différentes manières. On a aussi sur Postman des notions de pre-request script et de test. Alors les tests, c'est une manière détournée de les utiliser, mais on peut les utiliser pour exécuter du code après l'exécution d'une requête. Si par exemple j'ai un web service d'authentification qui génère un token d'authentification, avec un petit morceau de code qui va s'exécuter du JavaScript après l'exécution de la requête, je vais pouvoir capturer ce token d'authentification qui m'est retourné, le positionner dans une variable d'environnement et l'utiliser ensuite sur d'autres web services. Donc ici, j'ai exécuté cette requête-là, et finalement, je suis allé créer une variable d'environnement avec le token d'authentification. Et après, je vais pouvoir avoir d'autres requêtes qui vont l'utiliser. Les requêtes avant l'exécution, ça peut être utile pour générer des paramètres pour les requêtes. Par exemple, nous, nos applications qu'on fait, il y a du calcul d'itinéraire. En général, un calcul d'itinéraire, ça va se faire sur une date dans le futur, donc on peut comme ça générer des dates dans le futur. Donc Postman, c'est un outil qui peut être qui peut servir à plein de choses. On peut aussi, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser curl, voir les requêtes au format curl, voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Postman? C'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, c'est les possibilités d'import-export qui sont vraiment pratiques. Postman, ça va être aussi une manière de travailler en collaboration au sein de son équipe, de partager des exemples d'appels, de partager des collections d'appels. Dans la version payante, on peut même avoir ces notions de partage au sein d'une équipe. Donc, ce que je vais présenter là un petit peu sur les basiques, c'est qu'il existe des outils pour être efficaces, pour intégrer des API REST, pour les découvrir. Et c'est vraiment intéressant de se poser la question, bah tiens, quand je suis amené à faire ça, comment est-ce que je vais pouvoir le faire de manière plus efficace? Comment est-ce que je peux essayer de m'améliorer, d'aller plus vite pour le faire? Maintenant, ce que je vais montrer, c'est côté développement. Quand on passe côté développement, côté Java, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Alors, si on fait du Java, en Java, on va dire 8, ou en Java classique, si on regarde le JDK actuel, en tout cas dans sa version 8, eh ben on peut partir d'une URL. Hop, pas celle-là. Celle de Java. Et puis là, on ouvre une connexion sur cette URL, ok. Bon, on reçoit une URL connexion. Ensuite, l'URL connexion, en fait, elle nous retourne un input stream. Donc ici, j'ai juste un petit utilitaire pour parser un input stream et le renvoyer dans une string. Bon, en général, quand on travaille sur une API REST, on a aussi envie d'avoir le code de retour, parce que souvent, c'est ce qui est quand même utilisé et ce qui est bien pour savoir si l'appel a réussi. Là, si je regarde, j'ai pas vraiment accès au code de retour. En fait, c'est quelque chose qui va se trouver dans la HTTP URL connexion. Donc là, je suis obligé de passer par un cast. Ok, donc j'ai accès au code de retour. Donc ça, bon, mine de rien, l'air de rien, j'arrive à m'en sortir et à faire un appel HTTP en Java. Java assez basique. Si on regarde la classe, si on remonte un petit peu, la classe URL connexion, ok, date de Java 1.0, c'est écrit par James Gosling, c'est l'inventeur de Java, donc bon, c'est là depuis un bon moment, c'est que ça doit marcher, mais finalement, cette API est pas hyper sympa à utiliser, quoi. On travaille sur des notions, on est obligé de caster, on sait pas vraiment quand c'est qu'on a exécuté la requête. Pour manipuler la réponse, on travaille sur un input stream, c'est peut-être pas ce qui nous arrange le plus. Si on fait si vous avez des applications existantes qui ont peut-être été écrites à Java 7, Java 8, vous allez peut-être aussi utiliser le client Apache. Là, on voit qu'on a franchi un pas quand même, l'API est plus sympa à utiliser, on a ces notions de requête, de réponse, donc là on a quand même amélioré la chose, et ici je montre Apache dans sa version fluente, donc l'écriture est assez simple, assez lisible. Maintenant, si on regarde côté Java 11 quand même, qui fait du Java 11 en production? Ah, pas beaucoup de monde. Donc vous faites tous des clients HTTP avec URL connexion?
Non, faites du Apache quand même, ou d'autres outils. Côté Java 11, on retrouve, ces mêmes notions. Hop, c'est comme ça. Alors le problème, c'est quand on passe de l'un à l'autre, on s'y perd dans quel style utiliser. Donc là, on peut créer, plutôt créer le builder directement, créer ma requête. Ok. On va pouvoir créer un client HTTP. Donc ça, c'est vraiment le client qui a été amené avec la version 11 du JDK. Et puis ensuite, sur ce client HTTP, là, j'ai des méthodes send. Alors là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a deux versions de send. On a la version synchrone et asynchrone. Donc le client Java 11, lui, il sait faire du synchrone et asynchrone. Donc si on travaille sur une application plutôt réactive, ça peut être intéressant de l'utiliser. Et là, ensuite, sur ma requête, d'ailleurs pas très bien nommée, les requests, je vais pouvoir travailler sur la request. Et là, j'ai la notion sur comment je vais traiter ma réponse. Donc ici, je la traite comme une string. Et finalement, là, j'ai, avec le JDK de base, un client HTTP qui commence à avoir une API un peu plus sympa à utiliser. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec du Java basique, avec ce client Java aussi qui supporte HTTP2. Donc c'est d'ailleurs le protocole qui va faire par défaut. Mais on a déjà une API un peu plus sympa à utiliser. Il sait aussi faire du WebSocket. Maintenant, ça c'est juste un client HTTP. Si on se penche un petit peu sur une API REST, on a envie d'avoir un peu plus de choses que ça. On a envie de trouver quelque chose de mieux à utiliser. Donc ce client HTTP, ça va être notre brique de base. Ensuite, on a parlé du format JSON. Et ça, c'est assez important. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière classique sur nos API REST. Et on a envie que cette désérialisation, le passage du JSON à des objets Java soit traité par ce client REST. Il y a aussi autre chose qui va être intéressant, c'est des mécanismes d'intercepteurs. C'est un petit peu des mécanismes d'extension, ou pour aller se brancher au moment de l'exécution des requêtes. Ça va nous permettre de faire de la traçabilité, d'avoir des logs, de sortir peut-être des métriques de performance pour savoir combien de temps la requête a pris. Donc ce genre de choses. Peut-être de gérer aussi l'authentification avec un intercepteur qui va ajouter un header ou un token d'authentification. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait retrouver dans un client REST. Si on regarde côté Spring, ce qu'il existe aussi, on a côté Spring le REST template, le Spring REST template. Bon, c'est une API qui s'utilise. Là, ce que ça apporte, c'est la sérialisation, désérialisation. Donc on voit qu'on peut manipuler des objets Java et les manipuler de cette manière-là. Depuis Spring 5, ils ont aussi introduit le Web Client, qui est une version réactive et qui, à mon sens, alors toujours gère la sérialisation, désérialisation, mais à mon sens, amène une API qui est un peu plus lourde à utiliser. En tout cas, si vous faites pas d'application réactive, ce genre de code-là, moi, typiquement, j'ai pas envie de m'embêter avec des body to mono, des blocs et ce genre de choses. Ça pique un peu à utiliser, quoi. Presque, je préférais la syntaxe du REST template. Maintenant, dans mon quotidien, on fait des applications Android natives. Sur Android, il y a une librairie qui est très connue, qui s'appelle Retrofit, qui a été créée par Square, et qui introduit des notions assez intéressantes. Donc, Retrofit, ça utilise OK HTTP comme client HTTP, et ça utilise surtout une notion d'interface déclarative avec une interface Java. Et ce qui est intéressant, c'est que sur une interface Java, on va pouvoir, avec des annotations, décrire la méthode de l'API REST qu'on va appeler. Donc ici, je vais pouvoir décrire le chemin de l'API REST, la méthode HTTP, éventuellement les paramètres, le type de retour, et on va voir qu'on travaille d'une manière, on va dire, avec beaucoup plus de lisibilité. On travaille vraiment avec quelque chose qui est plus proche du code Java qu'on a l'habitude de manipuler. Et si on regarde côté serveur, Retrofit, ça peut s'utiliser, ça marche très bien. Nous, on a commencé par utiliser ça. Et si vous faites des applications Spring, il y a Feign aussi, OpenFeign, qui est intéressant à utiliser. OpenFeign, c'est quelque chose qui a été amené par Netflix, qui a été open sourcé par Netflix, notamment autour des projets Spring Cloud, parce que Netflix, ils sont connus pour faire énormément de microservices et c'est des gros contributeurs de Spring Cloud. Donc tout ce qu'ils ont initié autour des microservices, ça s'est retrouvé de manière très marquée dans Spring Cloud. Donc Feign, ça reprend l'approche de Retrofit, donc avec cette notion d'interface Java ici qu'on retrouve en bas du slide. Et on va retrouver dans le code un petit peu de cérémonie. Ça, je vais plutôt le montrer dans l'IDE, à la limite. Et donc, avec un petit peu de cérémonie, en fait, on va lui dire que ici, on initialise notre client Feign. On va lui dire qu'on va utiliser le Jackson Decoder. Donc, Jackson, c'est une librairie Java pour faire la sérialisation, désérialisation JSON.
Ici, j'active un petit peu le niveau de log pour des choses. Et finalement, la seule chose qui lui manque, c'est l'URL de base de l'API. Ensuite, au niveau de l'interface, on va avoir la méthode d'API que je vais appeler, le chemin vers la ressource, la méthode HTTP qu'on utilise. Ensuite, pour l'utilisation, ça va être très simple. Ce n'est plus il manque du code Java à écrire. Hop, j'ai écrit correctement mon appel. Et ensuite, je travaille ici au niveau Java et je peux retourner un résultat. Donc ça, si on l'exécute, ce que Fein a fait, c'est qu'il a construit la bonne URL en concaténant l'URL de base, l'URL que j'ai décrit sur mon opération REST. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Il passe les headers pour travailler sur du JSON. Il reçoit du JSON, il va s'occuper de la déserialisation. La déserialisation, elle se fait vers des classes Java. Ici, j'utilise les champs publics. Donc je mets carrément tous mes champs en public parce que Jackson lui s'attend à trouver des getters et des setters, mais il va y arriver aussi avec des champs publics. Ça m'évite de déclarer mes getters et setters. Ça reviendra un petit peu là-dessus sur les différentes approches qu'il peut y avoir pour gérer la serialisation, déserialisation. Mais donc là, on a vraiment, à mon sens, gagné en lisibilité. Et au niveau de son code, on va pouvoir, au sein d'une même interface Java, regrouper les différentes opérations qu'on va faire sur son code métier. Je vais montrer ensuite une autre version. Alors, il faut savoir que Fein, ça a une intégration assez poussée dans Spring. Vous allez pouvoir, avec quelques annotations, créer très facilement vos clients Fein, pouvoir même définir, externaliser dans la configuration l'URL de base à appeler. Donc, il y a pas mal de possibilités d'intégration, en tout cas pour limiter le code. Il y a une question qui se pose quand on fait du Fein. Ici, c'est la version Spring, de quelque manière. Donc, je dis juste que j'utilise le Spring MVC Contract. Et si vous travaillez sur un projet Spring Boot, ça va vous permettre d'utiliser les annotations Spring MVC. Donc ici, même principe, une interface Java, mais sauf que là, j'utilise une annotation Spring MVC. Donc c'est les mêmes annotations qu'on va utiliser sur les API qu'on expose. Donc ça peut être sympa parce qu'on reste, on va dire, sur les mêmes terminologies, les mêmes noms. Là, par contre, il y a quelque chose que j'ai fait un peu différemment, c'est que le retour de cette interface de mon API, de ma méthode OpenFein, c'est plus là la liste des animaux, les objets Java directement, mais j'utilise quand même le concept de response entity. Et ça, c'est quelque chose qu'on se pose aussi quand on travaille sur nos API REST. Quand on fait du Spring Boot, on peut très bien exposer directement une API qui retourne une liste d'animaux du Java directement. Par contre, ça, ce que ça ne nous permet pas après, c'est de travailler au niveau de la réponse HTTP. Peut-être, alors, sauf à utiliser des exception mapper ou ce genre de choses, mais ça va peut-être manquer au moment où on va vouloir peut-être construire une réponse HTTP soi-même en positionnant le code d'erreur de retour. Et là, quand on consomme une API, on a le même problème. On va vouloir aller peut-être voir le code de retour de cet appel. Si c'est une erreur, Fein, par défaut, son comportement, ça va être de lever une exception. Mais il y a des cas où ça reste valide d'aller inspecter la réponse HTTP, peut-être pour aller trouver des headers particuliers si on est en train de faire de la pagination, ce genre de choses. Donc à mon sens, c'est intéressant quand même de pas pousser le concept trop loin, mais de se souvenir qu'on fait quand même du HTTP et de continuer à travailler à ce niveau-là. Parce qu'on va avoir du code qui va devoir peut-être gérer le fait qu'il y a telle ou telle réponse HTTP avec tel code de retour. Donc ça, c'est juste un dernier point que je voulais faire sur OpenFein. Si on regarde du côté des frameworks qui sont à la mode, des frameworks dits légers, autour de la JVM, Micronaut, Quarkus, ils utilisent des approches similaires. On retrouve les mêmes concepts avec le microprofile REST Client, où on va pouvoir, à travers une interface, définir ce genre de choses. Donc, pour résumer un petit peu cette partie Java, là, cette approche d'interface déclarative, à mon sens, elle apporte vraiment de la lisibilité, et c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Maintenant, sur un vrai projet, dans la vraie vie, la question peut se poser, qu'est-ce qu'on va utiliser entre tous ces outils différents? J'ai envie de dire, si vous avez un seul appel à faire vers une API à l'extérieur, peut-être qu'un client HTTP, ça suffit. Peut-être qu'il ne faut pas se prendre la tête et juste utiliser un client Apache. Si vous êtes sur une application, votre application actuelle, je ne vous recommanderais pas d'utiliser URL Connection. Mais le client Apache, il est très sympa à utiliser. Si aujourd'hui vous migrez vers Java 11, est-ce que ça vaut le coup de passer sur le client Java 11? Peut-être pas. Ça ne va pas changer fondamentalement votre vie si vous utilisez déjà un client comme Apache. Maintenant, si vous travaillez sur une API REST un peu plus complet, avec tout un ensemble d'opérations sur des ressources, la création, la suppression, ce genre de choses, là, je pense qu'une approche déclarative, ça va vraiment apporter de la lisibilité, ça va vous permettre d'encapsuler au même endroit dans une interface. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'interface en inline, quand je l'ai fait dans les exemples, de vraiment la sortir dans une vraie classe, dans son fichier à part. Et ça va permettre d'avoir de la lisibilité, de retrouver au même niveau toutes les opérations qu'on va pouvoir faire sur son API REST. Donc si on parle de code, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on a zappé? Genre les tests. Ça peut être intéressant. Du coup, comment est-ce qu'on va tester ce genre de code qu'on écrit? Alors j'ai envie
là, je voulais vous présenter plusieurs approches. Donc, on peut commencer par écrire un test, qui appelle notre vraie API. Donc ici, si on regarde ici juste la méthode de test, avant de présenter ça, je vais présenter un petit peu le code qu'on veut tester. On est toujours sur notre animalerie, donc avec cette méthode qui retourne les animaux disponibles. Et là, ce qu'on a envie d'écrire, c'est une marketplace des animaleries de notre ville. Donc, elle a aujourd'hui une seule fonctionnalité qui est de trouver tous les animaux domestiques, parce qu'on va s'éviter d'aller acheter des serpents qui ont des maladies. Et donc, notre marketplace, elle interroge tous les magasins de la ville. Donc, c'est l'idée. Donc, ce qu'on veut tester, c'est ce code métier, finalement, qui appelle les magasins, qui filtre les animaux domestiques et qui nous retourne tous les animaux domestiques qui sont disponibles à l'achat. Si je retourne dans mon code de test, finalement, ça, je peux très bien le faire en appelant la vraie API. Ici, on va supposer qu'on n'a qu'un seul magasin, mais je peux très bien écrire ce genre de test. Donc ici, on retrouve le même code Feign pour initialiser notre client OpenFeign. On crée la marketplace avec cette URL-là qui est vraiment la vraie URL de mon application qui tourne en local, mais ça pourrait être un serveur distant. Et puis, je m'attends à trouver 3 animaux parce qu'il doit y avoir quelques chats, quelques chiens qui sont disponibles à l'achat. Ce code-là, pour moi, en fait, il est valide. Il peut vous être utile au début de votre intégration pour commencer à tester le code que vous allez écrire. Après, c'est sûr que si vous voulez exécuter ça de manière continue sur un environnement d'intégration continue, ça risque de casser. Si les données du serveur cassent, si le serveur n'est pas disponible, ça ne va pas fonctionner. Donc on a peut-être envie d'avoir une autre manière, une autre approche sur ces tests-là. Et là, je vais parler d'un outil qui s'appelle WireMock, qui est une librairie Java que vous connaissez peut-être, qui est très pratique, qui est en fait un serveur qui a plein de fonctionnalités, qui permet de moquer, d'enregistrer, de rejouer les requêtes HTTP. Donc ici, WireMock, on va l'utiliser dans un premier temps en mode enregistrement. Donc mon test, ce qu'il fait, c'est juste au début du test, il va enregistrer, il va démarrer le serveur WireMock. À la fin du test, on va lui dire d'arrêter d'enregistrer les réponses et de s'arrêter. Maintenant, la chose que je vais changer, c'est que je vais plus pointer sur ma vraie API, mais je vais pointer sur le serveur WireMock qui lui pointe sur la vraie API. Donc ici, j'utilise l'URL de base du serveur WireMock. WireMock, il a été configuré avec un port à 0 qui va lui permettre de trouver un port aléatoire disponible sur la machine. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de faire typiquement sur les serveurs d'intégration continue. Et ce même test, il va à peu près sans problème s'exécuter. De la même manière, on va appeler notre serveur WireMock qui va appeler la vraie API et qui va prendre la réponse qui a été retournée. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est exécuter le test sans le mode enregistrement. Ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé, c'est que le serveur WireMock, au moment de l'exécution, lui, il a généré cet enregistrement, il a enregistré la réponse. Donc, il a vu que pour cet appel ici, sur cette URL-là, il y a eu cette réponse-là qui est passée. Et maintenant, il va pouvoir la rejouer. Donc ici, ce que j'ai maintenant, c'est un test qui a plus besoin de mon serveur distant, pas celui-là, si je vous montre celui-là plutôt, et qui, lui, va fonctionner sans avoir besoin de mon serveur distant. Donc lui, il peut s'exécuter, comme ça plutôt, il peut s'exécuter sans souci sur un environnement d'intégration continue. Et ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet de pré-mâcher un peu le travail parce que générer ces données-là, ça peut être compliqué sur certains cas d'usage. Mais en tout cas, on peut aller commencer à taper sur l'API qu'on utilise, capturer comme ça quelques requêtes et puis les rejouer. WireMock, c'est un outil qui va beaucoup plus loin que ça. Ça vous permet de faire des scénarios complets d'API, de les rejouer, de les définir aussi de manière programmatique. Donc, il y a plein de possibilités. Si on en est à parler de ce genre de tests-là, on peut aussi le faire à un autre niveau. On peut aussi le faire, comme on a vu, ces clients Feign, ils sont composés de plusieurs briques, dont le client HTTP. Donc on peut aussi aller carrément moquer le comportement du client HTTP. Donc ici, je le fais là. Alors ça peut paraître un peu barbare parce que là, on a du JSON directement ici, mais si vous travaillez avec IntelliJ et que vous éditez le fragment JSON, là, vous pouvez travailler aussi à ce niveau-là. Et ça, c'est un test qui est... Bon, c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'utiliser, mais ce test-là, il a l'avantage de tourner peut-être un peu plus rapidement que WireMock, parce qu'il n'a pas cette initialisation à faire de WireMock qui est peut-être un peu plus coûteuse. Ça peut être une approche. Il peut y avoir une autre approche aussi, puisqu'on travaille
avec une interface Java, on peut aussi aller carrément moquer cette interface Java. Donc là, on va tester un petit peu un niveau différent. On va créer notre marketplace. Et puis finalement, on va y passer ici une implémentation de notre interface Java, mais qu'on va moquer complètement. Donc là, on va moins tester la partie client vraiment à proprement parler, mais on teste toujours le code qu'on a écrit. Donc ici, j'ai ma marketplace, et puis de la même manière, si on trouve les animaux domestiques, on peut comme ça vérifier qu'on en a bien deux. Alors ici, j'ai changé un petit peu les données de mon test, j'ai mis juste un lion dans mon test, et là, on a le même comportement. Alors là, c'est un test pour le coup qui va aller encore plus vite, parce qu'on n'a même plus d'appel HTTP qui est fait. Du coup, on va pouvoir comme ça avoir différents niveaux de test. Et là, j'ai envie de dire, ça va être un petit peu en fonction de la complexité de votre code, en fonction de la taille de votre projet, que vous allez être amené peut-être à choisir sur l'approche de test. Peut-être que ça peut valoir le coup aussi de coupler les deux, d'avoir votre code métier et lui de le tester en moquant complètement l'interface Java. Et puis, sur l'interface Java, de garder quelques tests qui utiliseraient WireMock, qui sont peut-être un petit peu plus lents, mais moins nombreux, parce qu'il y a peut-être moins de cas de métier à tester, et que vous allez vraiment vous concentrer sur l'interface, sur la désérialisation. Mais on peut comme ça mixer ces différents types de tests. Il y a un dernier type de test dont je vais parler, c'est les tests par les contrats. Ça a été introduit dans la présentation sur les API, je ne sais pas si vous participiez aussi. C'est avec Pact, qui est un outil qui supporte différents langages et qui est supporté par la JVM. Et là, l'approche de Pact, c'est de dire on va définir un contrat, on va définir une interaction qu'on va utiliser côté consommateur. Donc côté consommateur, c'est nous, développeurs d'applications, qui allons appeler un web service. Et on va aussi, dans l'implémentation de la JVM, ça utilise WireMock en fait. Et cette interaction, elle va être assez semblable au test qu'on a fait avec WireMock. Ça va être de dire, quand je fais cette requête-là, je vais recevoir cette réponse-là. Ensuite, on va se placer de l'autre côté, côté producteur de données, donc la personne qui expose les données, et cette même interaction, on va aussi l'utiliser. Là, par contre, on va inverser le chemin, c'est-à-dire qu'on va exécuter la requête et vérifier que la réponse correspond. Et si on met l'un dans l'autre, on se retrouve en fait à avoir côté consommateur et côté producteur ce contrat, cette définition de l'interface du contrat qu'on a mis en place et qui va être utilisé des deux côtés. Après, autour de Pact, il y a un petit peu d'automatisation et d'outillage qui vient pour justement aider à exécuter ça sur votre intégration continue, vérifier de manière continue qu'il n'y a pas de régression sur l'API et sur la définition du contrat d'API. L'idée, par contre, avec Pact, ça va être de se concentrer vraiment sur le format, sur ce contrat, plutôt que sur le comportement. C'est pas avec Pact qu'on va aller faire du test fonctionnel sur le producteur de la donnée. On va vraiment se travailler plutôt sur le format des données, typiquement. Donc voilà un petit peu dans les tests. Sur cette dernière partie, ce dont j'ai envie de parler, c'est plutôt de choses qui sont vraiment arrivées dans la vraie vie sur des projets qui sont passés en production et sur des choses qui sont mal passées, puisque c'est des problèmes qu'on a rencontrés, ou en tout cas des conseils pour éviter que ça vous arrive. Sur la serialisation, je montrais un exemple où j'utilisais les champs publics. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, sur les DTO, les POJO, ce type d'objets-là, que ce soit en entrée de web service ou en sortie vers des web services, je me prive pas pour le faire. Je mets les champs publics. Parfois, ils sont final aussi. Ça permet de montrer de manière un peu plus flexible qu'on va juste, de manière un peu plus précise qu'on va juste positionner certaines valeurs. Mais ça marche bien. Ça marche moins bien le jour où sur un projet qui grossit un petit peu, où il y a un petit peu plus de challenge, vous allez vous prendre un audit de code. Donc un consultant qui va arriver, qui va exécuter un outil d'analyse statique et qui va vous sortir 50 000 violations d'encapsulation. Donc ça fait un petit peu mal. Et puis, il faut se battre un peu, justifier de l'utilisation qu'on fait de ces champs publics. Donc bon, ça passe ou ça passe pas. Il y a une autre approche, ça peut être d'utiliser aussi Lombok. Lombok, c'est un outil en Java qui va, à l'aide d'annotation, au moment de la compilation, donc c'est un processeur d'annotation qui est exécuté à la compilation, va vous permettre de générer le code qu'on n'a pas envie d'écrire, typiquement tous ces getters et setters. Donc ici à gauche, on a un exemple qui doit être même pas lisible de où vous êtes, avec des getters, des setters, le constructeur sur un objet que j'ai voulu immutable ici, et à droite, la version Lombok. Donc avec quelques annotations, le add value, ça va générer les getters, ça va générer les méthodes toString, les méthodes equal, /code. Ici, on joue un petit peu sur les constructeurs, si jamais on est amené à faire la sérialisation, désérialisation. Ici, j'ai gardé l'objet dans son interface, il est muable. Après, quand même, Jackson, il a besoin d'un constructeur sans argument, donc on en génère un qui est en plus de visibilité privée. Donc on triche un peu, mais l'un dans l'autre, avec quelques annotations, on s'en sort avec des objets assez concis. Ça peut être une technique pour
éviter justement tout ce code qui est pas très agréable à écrire. Pareil, sur la désérialisation, si vous êtes amené à désérialiser un objet de ce type-là, JSON, avec une date de naissance, un poids et une catégorie pour un animal, est-ce que vous avez envie de travailler sur un objet qui utilise les chaînes de caractères pour la date de naissance, un int pour le poids et aussi une chaîne de caractères pour la catégorie, ou plutôt un objet qui va vraiment utiliser les types? Par exemple, en utilisant un objet simple value class weight pour le poids, on va pouvoir lever l'ambiguïté de l'unité. Et ça, utiliser les types d'une manière générale, hein, pas que sur la consommation d'API REST ou tout ça, partout dans votre code, c'est vraiment, enfin, il faut vraiment en profiter. En Java, le langage est typé et ça permet d'éviter plein d'erreurs de programmation. Donc là, on utilise une énumération, on utilise le type local date du JDK et le weight, c'est une simple classe, une simple value class. Après, avec Jackson, on va pouvoir jouer sur ces choses-là. En fait, la serialisation de local date, ça va être traité avec un module qui permet de supporter ça. Le weight, on peut par défaut, ça marche assez simplement de le faire. On peut aussi définir des méthodes de serialisation, déserialisation avec un petit peu de code particulier à cet endroit-là. Et pour les énumérations, c'est géré automatiquement, typiquement. Donc, utiliser les types, ça va vraiment permettre d'améliorer la lisibilité de votre code et de le rendre plus simple à comprendre. Puisqu'on parle de beaucoup de Jackson, qui est une librairie qui est assez souvent utilisée pour la serialisation, déserialisation, il y a un truc auquel il faut faire super attention si vous l'utilisez, c'est sur les attributs optionnels. En fait, le comportement par défaut de Jackson, c'est de dire, si j'ai un body JSON et mon objet Java, et que dans cet objet JSON que j'essaye de déserialiser, il y a un champ que mon objet Java ne connaît pas, il va lever une exception. Et ça, c'est quelque chose dont vous voulez absolument pas. Quand vous attaquez une API qui est à l'extérieur, qui n'est pas sous votre contrôle, potentiellement elle va changer, potentiellement elle va évoluer. Peut-être de manière compatible avec des nouvelles données qui vont être ajoutées. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie que votre client se mette à casser parce que l'API a évolué. Parce que ce changement il reste compatible et ça ne vous empêche pas de l'utiliser. Donc il y a une option qui est d'ailleurs utilisée par défaut par Feign, qui permet de désactiver ce comportement-là. Et ça, typiquement, c'est un truc qui risque de vous péter à la tête. Et surtout, ce qui est gênant, c'est que ça va vous péter à la tête, mais peut-être pas au moment du développement, ça va vous péter à la tête plus tard. Donc c'est bien de le prendre en compte dès le début. Autour des traces, on parlait justement des intercepteurs et de l'importance de les avoir, c'est justement pour avoir ce genre de fonctionnalité-là. Ça va être super utile pour la production et aussi pour le développement. Au moment du développement, on tâtonne un peu peut-être sur l'utilisation de l'API et on va vouloir regarder ce qui rentre, ce qui sort. Au moment du passage en production, ça peut être utile. Nous, on trace, alors je vais pas vous dire tout ce qui rentre, tout ce qui sort tout le temps, mais ça arrive qu'on le fasse. Il y a des API qu'on intègre, c'est par exemple des systèmes temps réel pour avoir les prochains départs des bus à l'arrêt. Et en fait, ces API-là, ces données-là, elles sont très difficiles à reproduire, ça change tout le temps. Donc pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, ça nous arrive de tracer systématiquement tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on ressort. Donc on génère parfois des gigas de logs en production, mais ça nous est utile. Donc ça peut être bien de le faire. Par contre, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on trace. Dès qu'on va commencer à parler de données personnelles, de données sensibles, c'est des choses qu'on a envie d'éliminer des traces. Donc attention quand même à ça, surtout avec aujourd'hui les notions de données privées, de vie privée du RGPD sont assez importantes et donc il ne faut pas les oublier non plus. Par contre, ce qu'on va faire systématiquement, même si on ne trace pas forcément tout ce qui rentre, tout ce qui sort, ça va être de tracer les temps de réponse, les codes de retour, les URL. Ça, on le fait même sur nos web services, aussi bien en entrée que sur les web services qu'on appelle en sortie. Et ça, c'est super précieux pour nous. Ça va nous permettre en fait de faire des dashboards, de faire de la supervision, de vérifier, tiens, est-ce que ce web service-là, il n'est pas en train de se casser la figure? Est-ce que les temps de réponse sont pas en train de se dégrader? Et ça, c'est des choses qu'on va exporter vers la supervision. Nous, aujourd'hui, on le fait avec de l'ALK, on génère des logs avec des champs de type les codes de retour, les métriques, ça peut aussi se faire avec une stack Prometheus et ce genre de choses. Et ça, c'est super utile. Alors le but, parfois, ça va être un petit peu de rejeter la faute sur le voisin. Hein. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais c'est quand même pratique de pouvoir le faire et de pouvoir le faire de manière, on va dire, précise et on va dire factuelle. Donc ça peut parfois aussi vous sauver la vie en production. En tout cas, de savoir rapidement d'où vient le problème. Autour des performances, parce que c'est un sujet qui arrive aussi assez souvent en production, les timeouts, ça c'est un truc super important. En fait, le comportement par défaut des fois de certains clients HTTP, c'est de ne pas définir les timeouts ou les définir sur des valeurs à 0. Et 0 par défaut, ça va vouloir dire infini. Donc là, vous allez vous retrouver avec un client HTTP qui, en cas de problème réseau, peut-être en cas de problème firewall, typiquement, ça c'est des choses qui vont se traduire par des requêtes qui sont en attente indéfiniment. Votre client HTTP, lui, va être bloqué. Et si cet appel HTTP il a été déclenché par un appel sur votre web service, bah finalement, vous avez une application qui est juste bloquée à rien faire.
Donc assez rapidement, votre application, elle va peut-être être complètement bloquée. Vous allez peut-être utiliser tous les threads disponibles sur votre application qui sont juste en train d'attendre sur des requêtes qui vont jamais se finir. Donc configurer les timeouts, c'est super intéressant. Et quand vous allez configurer les timeouts, du coup, vous allez produire des erreurs et vous allez vous retrouver du coup à devoir gérer ces cas d'erreur. Alors il y a des cas d'erreur qui peuvent être gérés de manière assez simple. Peut-être des RSS, c'est juste une petite panne réseau temporaire. Peut-être qu'un RSS, ça vaut le coup. Ensuite, on peut commencer à penser à des stratégies un peu plus évoluées, typiquement de circuit breaker, notamment si vous travaillez sur des architectures de microservices pour pas écrouler tous vos services en cascade, ce genre de choses. Vous allez peut-être avoir à un moment donné envie de dire, bah tiens, ce service-là que j'appelle vers l'extérieur, il est tout le temps en erreur, je vais peut-être complètement couper le service et réessayer progressivement, ou réessayer un petit peu plus tard. Pas essayer de le frapper tout le temps alors qu'il est complètement lent à répondre, il est en carafe, je suis en train de lui faire encore plus de mal, il est par terre et je suis en train de lui retaper dessus. C'est pas super sympa, quoi. Donc il peut y avoir comme ça des stratégies à mettre en place. Mais ce truc de timeout, c'est comme la serialisation, finalement tout ça, c'est des options qui sont dans les outils, les librairies qu'on utilise, et il faut aller les regarder. À un moment donné, il faut aller regarder cette documentation et aller se dire, tiens, est-ce que ces variables par défaut, cette configuration par défaut, est-ce que ça vaut le coup pour mon cas d'usage, est-ce que ça correspond à mon cas d'usage? C'est pareil sur des pools de connexion vers des bases de données, pour le pool de thread pour un serveur Apache Tomcat, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui sont intéressantes de connaître. Un des trucs qui nous est arrivé vraiment en production. Donc on fait des applications de mobilité urbaine, comme je disais, dont l'application via Navigo à Paris. Donc si jamais votre bus est en retard ou vous avez un problème dans les transports, n'hésitez pas à mettre une étoile sur notre application. Hein, ça nous fait toujours plaisir de se faire défoncer quand le bus est en retard. Mais bon, on fait ces applications-là. Donc c'est quand même des applications qui sont assez sympas à faire. Pour le cas de via Navigo à Paris, ce qui se passe, c'est que, en fait, nous, on fait surtout la partie application mobile. Côté serveur, on fait pas grand chose, donc ça va, on est plutôt tranquille. En fait, on va chercher des données vers d'autres systèmes. Par contre, du coup, on a des applications, on a quand même nos applications côté serveur qui sont là, elles font pas grand chose. Donc nous, on s'est dit, bon, au niveau performance, c'est bon, on va ouvrir les vannes en entrée, quoi. On peut prendre un paquet de requêtes, on va pas se bloquer là-dessus. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les vannes en sortie, elles étaient complètement bloquées. Donc on utilisait le client Apache HTTP, et lui, par défaut, il a un comportement avec un pool de connexion. Et ça, on s'en est rendu compte de la manière la plus violente qui soit, c'est-à-dire en production, hein, parce qu'on bien sûr on était parti sans faire de tests là-dessus. Donc on s'en est rendu compte qu'en production, et on avait ouvert les vannes en entrée, on avait pensé avoir bien anticipé le truc, et non, finalement, on s'est retrouvé en sortie à être complètement bloqué. Et ça, le pool de connexion, en fait, il est par URL, par host. Donc comme on dépendait d'un seul service vers l'extérieur, et on s'est retrouvé bloqué comme ça. Donc bon, c'est pareil, c'est ces options-là qu'il faut aller regarder et sur lesquelles il faut faire attention parfois. Les clients HTTP, ça je mentionne, ou les clients Feign ou ce genre de choses, je mentionne ici rapidement, mais ils sont coûteux à créer. Donc l'idée, dans mes petits exemples, on voyait que je crée le client et je l'utilisais derrière, mais dans votre application, en général, vous allez le créer une seule fois et le réutiliser beaucoup de fois. Sur la sécurité, qui est le dernier point, hein, parce qu'on laisse plutôt ça un peu de côté ou vers la fin, externaliser la configuration, ça c'est même une bonne pratique de déploiement de manière générale, mais surtout tout ce qui va être authentification. C'est des choses que vous allez avoir envie d'externaliser. Même si ça peut être tentant de mettre ses clés d'API dans le code, c'est plutôt bien de les mettre dans l'environnement et de ne pas se retrouver avec ses clés d'API sur son repository Git. Un dernier point sur la sécurité, là qui est quelque chose qui nous arrive assez régulièrement, je mentionnais l'option "-k" de curl qui permet de bypasser les certificats SSL. Alors du coup, ça c'est pratique, hein, vous testez un appel à l'API, donc ça marche, ça permet de bypasser le certificat HTTPS, enfin la validation du certificat. Puis après, vous intégrez ça dans votre code Java, et là, vous prenez une exception assez moche avec ce genre de message-là. Donc, vous cherchez ça sur Google. En plus, là, c'est même pas Stack Overflow, mais en général, il y a quand même la réponse de Stack Overflow qui sort en premier, puis vous copiez-collez la première réponse qui vient, parce que ça a l'air bien quand même. Et là, ce que vous venez de faire, c'est ni plus ni moins que dans votre code Java, parce que la solution en général c'est quelque chose qui va s'appliquer à toute la JVM, de désactiver cette validation SSL sur toute la JVM. Et là, toujours sur cet audit de code que vous avez eu sur ce gros projet, qui est celui de Paris pour pas le citer, là on vient vous dire mais c'est quoi ce morceau de code là que vous faites? Bah oui, c'est que là sur l'environnement de test en fait ils n'ont pas mis de certificat HTTPS, ce qui est aujourd'hui d'ailleurs assez dommage parce qu'avec Let's Encrypt on peut le faire assez facilement. Mais bon, ça nous a bloqué à un moment donné donc on a fait ça. Et là, on vous dit, non, c'est quand même dégueulasse. Et ils ont raison. Pour le coup, là, on n'a rien à dire, on la ferme. C'est vrai, ils ont raison. Et la manière dont on a trouvé de contourner ça, nous, c'est passer par un reverse proxy. Donc,
on va plus attaquer l'API qui expose un certificat HTTPS pourri directement, on va attaquer notre reverse proxy, qui lui attaque l'API pourrie, et notre reverse proxy, lui, il expose un certificat HTTPS valide. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est que ni plus ni moins, on peut enlever le code pour bypasser ça qu'on a mis dans notre application Java. Donc notre application, elle reste propre. Elle appelle notre proxy qui nous cache le fait que le certificat HTTPS soit sale, mais au moins on peut le gérer URL par URL, on peut le gérer sur un environnement particulier. Un reverse proxy, de manière générale, c'est un outil qui est super sympa à utiliser. Ça permet des fois d'aller changer les URL assez facilement, sans avoir à reconfigurer son application. Si c'est quelque chose qui est plus ou moins compliqué à faire en prod, avec votre reverse proxy, en 2 secondes de configuration, ça peut être fait. Ça peut être pratique aussi des fois s'il y a des headers à ajouter ou un comportement un petit peu bizarre de l'application. On peut comme ça aller trafiquer 2-3 choses. Donc nous, en production, un reverse proxy, ça nous a parfois sauvé la vie, ou en tout cas permis de faire des correctifs assez rapidement. Voilà, tout ce que je voulais présenter, c'est surtout différentes approches, différents outils pour essayer d'être le plus efficace possible sur votre application et essayer d'être vraiment performant quand on est amené à faire avoir ces cas d'usage-là, aller chercher de la donnée vers l'extérieur. J'ai commencé avec un exemple avec Netcat. Là, il y a la version bash. Donc on ouvre un descripteur de fichiers sur une socket TCP. On écrit dedans une requête HTTP. Donc là, on a 1.0, on n'a même pas besoin du header en plus. Et puis on lit dans un descripteur de fichiers. Donc finalement, si vous n'avez pas envie d'utiliser Postman, vous pouvez aussi faire comme ça. Ça marche. Et du coup, la question qui me reste à poser, c'est est-ce que vous avez appris un truc ou une astuce? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai potentiellement 2 pour vous. On n'a pas parlé de HTTP2, on n'a pas trop parlé. Le client Java 11, il permet de faire de l'HTTP2. Ça peut être utile. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, HTTP2, c'est quelque chose qui va être assez transparent. Presque comme IPv6, quelque part. C'est une problématique réseau, d'infrastructure réseau. Alors, je dis pas qu'il faut pas vous en soucier, et il faut pas se soucier de comment ça fonctionne côté infra, mais finalement, c'est les librairies, les outils que vous utilisez qui vont le supporter. Après, HTTP2, côté serveur, bon, c'était surtout quelque chose qui a été fait pour les navigateurs, donc il y a peut-être moins d'optimisation, moins de choses visibles. Il y a aussi un autre point dont j'ai pas trop parlé, c'est tout ce qui est aspect programmation réactive. On a vu qu'avec le client Java 11, c'est possible de le faire. Avec le client OpenFeign, dont j'ai pas mal parlé, là, par contre, pour le coup, j'ai pas trouvé de projet manière réactive de le faire. Il faut savoir qu'en général, OpenFeign s'appuie sur des clients HTTP comme Apache HTTP ou autres, on peut même les choisir. Donc, il n'y avait pas de choses vraiment qui semblaient convenables là-dessus. Voilà pour moi. Merci. Si j'ai une dernière question, est-ce que vous savez d'où ça vient ces images-là? Non? Roy Lichtenstein. Je peux enchaîner sur une présentation sur Roy Lichtenstein dont je suis fan si vous voulez. Si vous voulez voir ces tableaux, ils sont très beaux. Celui-là, il est au Tate Modern à Londres. Celui-là, il est au MoMA à New York. Et celui-là, je l'ai pas vu en vrai. Je suis à la Cologne Exprès, il n'était pas exposé à ce moment-là. C'est une grande frustration.